Alors, on démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre nous trois. On peut faire quoi, Juliette, François, si vous avez une idée? On fait le jeu de la dernière fois. C'était quoi? Le jeu, c'est que Zaïd nous donne un mot, un substantif, un nom commun, genre chien, tabouret ou femme. Et il n'y a pas de lien entre chien, tabouret et femme. Enfin, bah, Ouais, mais j'ai une scène là. Il y a une scène qui me vient. Ah oui, et on trouve un film. Et nous, il faut trouver un titre. Ouais, par exemple, un titre de film, avec chien. Par exemple, si tu dis chien, on dit là, je gagne parce que je dis chien de paille. Ah, ok, trouver un vrai nom de. Ouais. Ok. Ouais. Mais toi, pense pas à un Chien de film. paille, c'est un ok. film? Oui, un film. Oui. Ok. Et... Horrible. C'est un vieux groupe de rap aussi. Ah ouais? Oui. Ah bah. Ah ouais? Ouais, Marseillais, il me semble. C'est sûr que c'est parce qu'ils ont vu ce film atroce où il y a la Ouais. pire scène de viol jamais filmée. Allez, super. Alors, Alors, vas-y. Alors attends, il faut que je trouve quoi, moi en fait, du coup. Oh là là, un titre de film, François! Eh ben c'est bon, ça y est, j'ai compris. Ça fait 6 mois qu'on joue à Ça ce fait jeu, 6 mois qu'on François. fait ce jeu! Non, mais Non, c'est- c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Veste. L'homme qui a retourné sa veste. C'est un film américain des années 40. Tu mens. À 90%, il ment. 98% il ment et je peux te dire qu'il ment. Alors là, j'en ai pas du tout. J'en ai 0. Ah mon dieu, j'ai gâché tout le jeu. Ben, Non. J'ai gâché le jeu. Mais toi, t'as un titre de film avec veste? Ah, parce que le daim, c'est pas. Le thème, vrai. c'est la veste. Oui, Mais- oui, Non, mais tu m'as d'accord. dit ne pense surtout pas Ouais, à un ouais, film. non, mais, je me suis non, mais elle dit, avait raison, mais. Ouais, mais là, Mais on du a- coup, là, on est Bon, tombé sur. Ok, attends, cheveux. Tout pour ses cheveux. Ah oui. Hair! Voilà. Donc c'est François qui a Et c'est perdu. François qui a perdu C'est comme François qui va d'habitude. lancer Oui, l'émission. c'est comme d'habitude. hein. François, il était en train de faire un micro-sommeil. C'est rien que pour ses cheveux. Non, je suis en train de me... Oui, c'est le tout film pour d'Adam ses Sandler. cheveux. Ouais, Adam Sandler, là. Oui. Ok. Eh ben, vas-y, François. le mari de la coiffeuse. Non, Avec- mais voilà, de toute façon, t'avais perdu. J'ai t'as perdu cheveux gras. Le tout mec, ça, il a pas on- compris. On en a plein. Voilà, Ouais. allez. La Fabrique, le podcast consacré à la création avec Juliette Arnaud, Ramzé Assadi Bonjour. Bonjour. et François Audouin. Bonjour, Juliette. Et notre invité aujourd'hui, Zaïd. Zaïd. Saïbdine. Saïbdine. Voilà, dis-le Ramzi. Saïbdine. Voilà. Je sentais que quelqu'un allait galérer, je préférais prendre devant Très bien fait. l'expérience Merci. de l'école. Ah mais j'ai perdu au jeu, je peux pas perdre à tout, putain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création. C'est le 18e épisode, c'est la 18e fois que François perd et c'est la 18e fois que François oublie de dire le podcast consacré à la création. Si je l'ai dit, podcast consacré à la S'il création. l'a dit, Ah bon alors je suis désolée, il l'a dit, t'es sourd. Et puis j'ai pas perdu Et t'es 18 sourd. fois. Il l'a dit et il a pas perdu 18 fois. Ouais, et puis il y a des fois où vous avez triché, donc ça compte pas quand j'ai Allez, avec François Audouin. Bonjour François. Salut. François Audouin, on va rappeler un peu, on va te présenter encore un petit peu. Ça va être long. Non, mais on va faire allez, ça de allez. manière synthétique. Voilà, parce qu'il y a des choses en plus. Donc que la dernière réalisateur fois. radio, Ouais. également comédien, et, réalisateur de films, de courts-métrages. Auteur aussi des films. auteur, voilà. Et Cha- également prof de... Ah ouais, prof. Et maintenant chanteur. Chanteur de rock. Chanteur de rock Ouais. alternatif, très étrange. Juliette Arnaud, bonjour. Très étrange. Bonjour. Non. Juliette Arnaud, on peut te présenter aussi. Allez, Comédienne, chroniqueuse radio. Allez, quoi d'autre voilà. Animatrice télé. Allez. Et animatrice à la radio aussi. allez, voilà. Et chroniqueuse, t'as dit? Et chroniqueuse. Et Et tout ça. la mère de Kiki. Et la mère de Kiki. Et notre invité, donc Zaïd. Salut Zaïd. Bonjour tout le monde. Zaïd, alors les gens ne te connaissent pas, je pense, du tout. Normalement, non. Moi non on plus, va- je te connais pas. On va un peu, Je te rencontre pour la première fois. on va un peu dire ton métier principal. Je sais pas comment toi tu te définis. Est-ce que tu Je te suis définis auteur. en tant qu'auteur? Ouais, je suis auteur. Donc t'écris avec plusieurs humoristes. Ouais, en ce moment, En j'écris ce surtout moment. avec 2 humoristes. Benjamin Tranier, que je pense nos auditeurs connaissent un petit peu puisqu'il est sur France Inter. Notre regret éternel, on peut l'appeler notre regret éternel. Oui, c'est vrai. Bah oui, on aurait aimé qu'il soit On avec aurait nous. tellement aimé l'avoir dans notre... Mais oui. Ah oui. Surtout, alors C'est cette posé année-là, beaucoup on de Et c'est pas de notre faute si on l'a. Et je tiens à Ouais, préciser ouais, que ouais, s'il ouais. n'est pas dans l'équipe, c'est vraiment pas de notre faute. On ne sait toujours a pas essayé. qui. On a milité. Si, nous on sait. Si, nous, on sait. Si, on Allez. sait. En off, allez, en off. Et un jour ça se paiera.
Et également pour Douli. Oui, depuis 1 an, je crois. Depuis 1 an. Oui. Douli, que également nos auditeurs connaissent bien parce qu'elle est chroniqueuse chez nous. Juliette, je te laisse lancer la première question ou... La question rituelle. La question rituelle. La question rituelle. Donc, tu mènes une carrière qu'on peut qualifier d'artistique. Oui. Est-ce que tu viens d'un milieu artistique ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a un événement ? Est-ce que c'est toi-même qui te l'as donné et comment ? Pour écrire, tu veux dire ? Pour te dire, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais faire en sorte de pratiquer. Et je ne serai pas, par exemple, je ne sais pas moi, comptable, huissier de justice, chirurgien esthétique. Il y a, je pense, en 2013, 2014, moi j'étais graphiste à la base. Ah, donc ta formation quand même, c'est déjà... Ouais, de base, je voulais être illustrateur, graphiste. J'ai pas trouvé une boîte qui me plaisait. Je faisais des illustrations de t-shirts pour petites filles, mais c'était vraiment nul, quoi. C'était atroce pendant 2 ans. Tu peux expliquer un peu ce que c'est ? J'étais en fin fond de Montreuil, et en gros, j'arrivais le matin et on me disait « Aujourd'hui, je veux des hiboux amoureux ». Donc, je devais aller sur Google, chercher des photos de hiboux, et je mettais un filtre rose, une couronne. Je faisais ça toute la journée. J'ai détesté mon boulot, ça m'a dégoûté de ça. Et je m'emmerdais tellement. J'avais un compte Twitter à l'époque, et je racontais de la merde sur Twitter. Je faisais des vannes toute la journée. Et un jour, on m'a contacté en me disant « Ouais, il y a un humoriste qui te trouve très drôle. Est-ce que tu voudrais pas écrire pour ses sketchs et tout ?» Et moi, à l'époque, je me disais, si quelqu'un dont c'est le métier estime que je suis suffisamment drôle pour écrire pour lui, que peut-être que... Ok, donc c'est quelqu'un qui te file finalement cette espèce d'autorisation mentale de te projeter dans ce monde-là. Mais tu peux nous dire qui est cette personne, quel métier il faisait? C'était la copine de Kevin Razi à l'époque. Okay. Ah, c'est une femme. Oui, c'est la copine de Kevin Razi, en gros, qui me suivait. Et elle lui a parlé de moi. Et il m'a pris à l'époque pour écrire sur ses vidéos YouTube. Ouais. Puis un peu sur son spectacle. Et puis après sur son émission sur Canal+. Voilà. Et de là, petit à petit... Parce que toi, tu tweetais... en fait, tu fais partie de cette génération de 2010-2015 qui se sont fait connaître un peu sur Twitter. Ouais, à l'époque où c'était le Far West. C'était ouais, mais c'est là où il y a des tas de co-auteurs qui... T'étais dans la ligue du LOL? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, il y a plein de blazes que j'ai reconnues. Ouais. Et je me dis, ah ouais, ça a mis ce temps-là. Et puis d'autres, je me suis dit, ah ouais, il y a lui. T'avais un pseudo connu? Non, j'avais je crois que j'avais mon nom et mon prénom déjà à l'époque. Okay. Donc, mon prénom, pas de Far West. Que mon prénom, je crois. Je voulais pas laisser mon nom de famille. C'était beaucoup trop... C'était le Far West. C'est pas, tu peux te retrouver avec des 50 pizzas livrées chez toi. Et donc le moment où tu commences, parce que moi dans ma tête, en me référant à mon expérience personnelle, c'est quand j'ai eu ma première fiche de paye comme comédienne, dans ma pièce à moi, que j'ai commencé à arriver à dire aux gens que je connaissais pas... Quand on me demandait quel était mon métier, et quand j'ai eu ma fiche de paye, ma première, j'ai dit moi, je suis comédienne. Et je me disais, là, c'est vrai. Et toi, quand est-ce que tu t'es... Pareil, je te jure que pour de vrai, c'est ça. C'est, Kevin nous avait dit à l'époque, c'est pas payé, mais un jour, ça le sera. Et un jour, je crois que c'est Studio Bagel qui avait commencé à mettre de l'oseille sur ses sketchs. Et j'ai eu un truc, mais c'était rien. Je crois que c'était 200 €, un truc comme ça. Et je me suis dit, j'ai été payé pour faire rire. Ouf, je suis pas n'importe qui, attention. C'est le premier truc, c'est la première fois où tu es payé pour ça. Et après, il y a le cap de j'en vis. Ah. Et là, c'est combien de temps à peu près, justement, entre... Réussir à en vivre, je me rappelle que je m'étais dit... en fait, j'étais en alternance et je pouvais avoir un CDI. Et du coup, je me suis dit, non, je prends mes 2 ans de chômage. Et je me donne 2 ans pour réussir à en vivre. J'ai mis 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, j'ai commencé à pouvoir en vivre quasi. Ouais. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans, je crois. 24, 25, quelque chose comme ça. Quelle année, là? On est en 2024. J'ai 24, 25, quoi. Okay. J'ai 24, 25 ans. Je sais que le truc sur lequel j'ai fait mes études, j'ai plus envie de faire ça. Je suis dégoûté.
je peux faire des blagues, j'ai plus de patron. La vie est belle. Et c'est marrant parce que toi, tu dis je me donne 2 ans pour en vivre, mais du coup, tu avais déjà initié, tu avais déjà en gros des personnes pour qui tu écrivais quand même un petit peu. Enfin, tu gagnais un tout petit peu d'argent, quoi. Ou pas du tout encore? Non, pas du tout. Quand tu as décidé, je me donne 2 ans pour... j'ai le chômage. Ouais. Parce que je finis c'était mon le moment où alternance. Kevin Razi, quand même, t'a recruté. Ouais, c'est à ce mais moment-là. c'était non payé. C'est pas que tu payé. disais au début. Au début, c'est qu'il te payait pas. Il te dit, pour l'instant, ce sera pas payé, mais ça va venir. Il dit que ça va venir à un moment donné. C'est pas payé. Puis j'ai d'autres potes qui, eux, font du stand-up. Donc je commence un peu à traîner dans les comédie clubs. Je sais plus à quel moment, je me mets aussi à faire un peu de stand-up. Donc tu sais, quand tu joues, t'es payé aussi. Je suis dans une nouvelle boucle, quoi, où tu découvres un peu tout. Comment c'est fait, quand t'es payé, les étapes, etc. Et je suis juste heureux de quitter le monde du travail et puis d'avoir le stress du dimanche. Le blues du dimanche. Ah ouais. Parce que, excuse-moi Ramzi, parce que alors, comme je donne des cours à des jeunes comédiens qui veulent devenir comédiens, ou pas forcément, enfin ils savent pas s'ils vont l'être ou pas, ou voilà, ils découvrent, mais c'est un truc souvent. Et même moi, quand j'ai voulu être comédien, j'ai pris des cours et j'étais avec des gens qui prenaient 1 année sabbatique, 2 années sabbatiques. Et il y avait un objectif comme ça de se dire, allez, je me donne 2 ans, je me donne 1 an, j'arrête tout, je fais. Et c'est vrai qu'on entend, c'est un peu la légende qui reviennent quand on fait la bio de certains artistes qui ont réussi. Ils se sont donnés comme ça. Mais en fait, je trouve qu'en proportion, c'est pas un bon conseil. Et moi, je ne le donne pas, en général, à mes comédiens, parce que c'est un peu une légende et les gens se disent « je me bloque ». Voilà. Mais si ça ne marche pas, ils passent de tout au rien. C'est-à-dire qu'ils arrêtent complètement. Ils reprennent un boulot chiant et machin, et c'est la déprime et tout. Alors que finalement, on peut mener en parallèle... c'est compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours ménagé des trucs à côté, alimentaires. Après, j'ai toujours été dans le milieu de l'audiovisuel, même si c'était pas forcément artistique. Si tu fais des t-shirts pour petites filles, c'est compliqué avec des hiboux en dépression, parce que de temps en temps, ça devait être des hiboux en dépression aussi. De te maintenir dans un réseau d'humoristes, de comédie club, tout ça, parce que c'est le soir, c'est du coup. Mais je suis d'accord. Mais entre tout arrêter, partir, et puis et à un moment, parce que toi, tu as mis 2 ans et demi, donc là, tout arrêter, c'était aussi l'opportunité. Je pense que c'était aussi l'opportunité, parce qu'il y avait aussi, il était en fin de. Ouais, il y a quelque chose qui m'autorise. Voilà. Oui. Tu vois, c'est pas un matin, je me lève, non, je crois que c'est ça que je veux faire. Puis la grosse différence entre, il y a l'adoubement, il y a le signe de quelqu'un d'autre qui te dit, c'est pas que dans ta tête, t'as vraiment un truc, tu sais formuler de manière drôle et piquante les choses qu'on a tous sous les yeux. Et en plus, c'est pas la même chose quand tu es comédien ou comédienne. Il y a un truc terrible dans ce métier, c'est que tu dépends du désir des autres. Quand tu es auteur, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, il y a aussi, évidemment, la question du désir, mais tu es quand même ton propre outil. Oui, mais tu peux produire quelque chose et le montrer. Oui. Tu peux tout le temps être en train de bosser, tu peux être protéiforme, auteur, ça peut être dans plein de trucs assez différents, et tu as une espèce, en fait, tu es un peu, pour revenir à un discours marxiste, tu es ton propre... Guillaume n'est pas là, donc il faut que je le fasse. Tu es ton propre outil de travail. Oui, mais tu dépends quand même du désir des personnes pour qui tu écris. Mais à ce moment-là, c'est pour n'importe quel métier. Mais vraiment, quand tu es comédien, une grande partie du désir passe par une chose que tu ne maîtrises pas, sauf toute qui est ton physique. Je vois ce que vous voulez dire. Tu vois, voilà. Et c'est quand même ça, tu choisis pas. Et il y a aussi ce truc-là qui est que je me suis pas dit je veux être humoriste. Ouais. En fait, que ce soit comédien ou humoriste ou chanteur ou ce que tu veux, l'ego des gens, le besoin d'être regardé fait qu'ils sont 150 000. Ouais. Auteur, c'est un boulot où des gens vont rire à des blagues, mais ils savent pas que c'est toi. Donc il y a moins d'auteurs. C'est pas un boulot là où ça se dirigent les gens naturellement. Ouais. Et ça fait d'ailleurs une grosse différence avec. Et ensuite, si ça marche pas. Et ça vient de m'apparaître, mais parce que je suis lente et vieille et lente et de plus en plus lente. Ça vient de m'apparaître, mais en fait. Moi, dans ma tête, souvent, écrivain, auteur, finalement,
c'est la même chose, puisque moi, j'estime que le fait d'écrire, ça reste la même religion. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a plein de gens qui deviennent écrivains, justement, par un désir de lumière, qui d'ailleurs, au moment où ils sont édités, explose. Enfin, tu vois à quel point le narcissisme est fort dans leur décision d'écrire. Auteur, c'est pas la même chose, effectivement. Ouais, il y a des fois où tu dois accepter qu'on ne saura jamais que c'est toi qui as écrit ça. Parfois, il y a ton blaze nulle part. On va en parler maintenant. Est-ce que tu le vis bien, ça? Ou est-ce que parfois, quand même, t'es un peu frustré de... Je sais pas... Et tu dis, putain, pourquoi en interview, il m'a pas parlé de moi? Alors, la chance que j'ai, c'est que Benjamin, c'est un mec qui a pas du tout peur de dire que je suis son auteur, qui bosse avec un auteur, etc. Pendant très longtemps, j'ai pas eu... Enfin, c'est bizarre. T'as pas cet égo-là parce que tu sais que c'est ton métier. Mais il y a des fois où évidemment que ça pique un peu. L'ego de mec marrant, c'est particulier. Parce que y a des fois où... c'est moi, ça. Donc évidemment que parfois ça pique un peu. Et puis j'ai fait du stand-up aussi. Donc moi aussi, j'ai eu un peu ce truc-là de... non, vas-y, moi aussi, ouais, forcément. Et puis très vite, tu pèses le pour et le contre. Alors, c'est quoi le contre? J'ai absolument pas envie d'être exposé. Alors, c'est un truc qui me... En fait, depuis quasi 10 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai traîné des gens avec différents degrés de notoriété. Et la notoriété, c'est un truc qui est absolument pas enviable. Pas du tout. Je veux être tranquille, me balader avec mes potes sans qu'il y ait quelqu'un avec son téléphone levé, ou des gens qui viennent t'interrompre. Une photo. On fait une photo, te dis bonjour, trou de fesses. Je sais pas, t'es méfiant, tu t'as confiance en personne. Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau dans ton cercle, tu sais pas pour quelle raison il est là. C'est pas du tout enviable. Ouais. Vraiment, mais c'est marrant parce que mais par contre, tu t'es essayé a priori au stand-up parce que tu dis donc c'est un peu j'étais nul. Que tu veux que je te dise? Non, c'est pas... Mais en tout cas, tu as eu cette volonté-là d'être exposé. Enfin, pas forcément en tant que célébrité, mais tu as eu envie de monter sur scène, d'être dans la lumière. De mec marrant. De provoquer le rire, tu sais, c'est un sentiment de... Quand t'as rien d'autre, t'es content de faire rire déjà. Donc je m'y suis essayé. Après, pour 20 000 raisons, j'ai arrêté. Pour 20 000 raisons. Mais Et comment ça s'est passé alors parce qu'on s'est arrêté là. Donc tu travaillais avec Kevin Razi. Et ensuite, tu commences à fréquenter un peu les comédie clubs, d'autres humoristes, tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là que tu décides, tu te dis, je me tenterais bien ma chance sur scène. J'emmerde un peu tout le monde avec je crois qu'il faut que je m'y mette, je vais m'y mettre, et puis ça dure, tu fais chier tout le monde avec je crois que je vais m'y mettre. Est-ce que les gens te poussent aussi un petit peu? Ouais, forcément. Et je crois que il me semble que c'est Haroun qui avait un plateau au Café Oscar. Et je crois qu'il devait faire partie des gens qui en avaient plein le cul de m'entendre dire je vais m'y mettre un jour. Et il me dit, je sais plus, je te donne une date au pif, il me dit le 22 janvier, je t'ai pris une date. Donc soit t'écris un truc pour le 22, soit je dirai à tout le monde que t'es un lâche. Donc j'avais écrit un truc pour cette époque-là, pour cette date-là. Dans ma tête, ça s'était bien passé. C'est atroce, parce qu'en fait, je crois que mes 5 premières scènes, elles se passent très bien. Et quand tu commences et que ça se passe bien, dans ta tête, il y a un truc de « Mais attends, si le début c'est ça, mais dans 6 mois c'est l'Olympia. Hein » Et puis arrive le premier bide. Et puis là, la réalité. Puis j'ai continué un peu, mais je ne l'ai jamais fait comme je devais le faire. C'est-à-dire que... Comme il faut le faire, sans doute. Ouais. Quand tu fais du stand-up aujourd'hui, c'est minimum de chez minimum 2 scènes par soir. Si tu veux évoluer, si tu veux, dans ton débit, dans ta musicalité, ta façon d'écrire, de parler, etc., tu es obligé de jouer au minimum 2 fois par soir. Je jouais pas autant. 2 fois par soir, ça veut dire ce que font beaucoup d'humoristes. Tu vas dans différents comédie clubs. Dans la même soirée, tu peux passer à 20h au Paname et à 22h au Café Oscar, au machin. Et ce que font beaucoup d'humoristes au départ pour se roder, c'est justement enchaîner les comédie clubs dans la même soirée et faire ça 5 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Et moi, c'est justement quand j'ai la première personne que j'ai vue de manière organique faire ça, c'est les débuts de mon amitié avec Douli. Et j'ai été suffoquée de ce qu'elle... Du rythme ?
Ouais, et puis je trouvais ça d'une violence inouïe, parce que moi, je me souvenais de mes débuts, où finalement, en comparaison, je me disais, putain, comment on était protégés, parce qu'on jouait dans des endroits minables, mais on était 3. Et on avait une pièce entière. Ouais, c'est pas la même chose. On avait le temps, sur 1h15, 1h30, il y avait des trucs nuls qui bidaient, mais on savait qu'un quart d'heure plus tard, on avait notre tube qui arrivait. Ouais. Et je voyais Douli qui partait, on bouffait un morceau dans l'endroit où je vivais, et puis elle se remaquillait sur un coin de table et elle disait « Bon, allez, j'y vais !» Et je la voyais partir toute petite, avec ses grands yeux. Et je me disais « Mais non, mais non !» Oui, le courage pur Non, qu'il fallait. En plus de courir d'un comédie club à l'autre, entre-temps, tu réfléchis à ton passage, tu cherches à le modifier, tu l'ajustes entre chaque passage. Donc en fait, non seulement il y a le truc physique, mais il y a aussi le truc cérébral où c'est pas vrai pour tout le monde, ça. Ah bah, il y en a beaucoup qui... Ouais, il y en a beaucoup. Qui testent pas exactement le même... Enfin, qui testent le même passage d'un comédie club à l'autre. En vrai de vrai. Mais qui modifient... Attention, on va avoir attention, un passage vérité. Oui. Démystification. Ça peut arriver que tu testes un truc, puis le beat te fait tellement mal, tu te dis au plateau d'après, je vais faire que du sûr. Et en vrai, tu testes pas. Tester un autre passage, ça arrive évidemment. Oui, tu vas faire ton passage sûr. Mais moi, j'en ai vu beaucoup des humoristes qui modifient 2-3 bricoles dans l'ordre des séquences ou l'ordre de ce que tu racontes ou même l'intonation pour justement ajuster et déclencher et améliorer le passage d'un comédie club à l'autre, quoi. Moi, ce que je trouve un peu compliqué, c'est que justement, nous, on jouait tous les jours, dans les endroits merdiques où on jouait. Donc, nous, on ratait un truc de manière phénoménale un soir. On se disait, demain soir, on va changer des trucs et Inch'Allah, ça va mieux se passer. Et ça arrivait, parfois. Et puis, il y a des trucs qu'on a fini par enlever parce que ça bidait. Moi, ce que je trouve dur dans le procédé, c'est que quand tu changes, ne serait-ce que... Déjà, tu changes de public d'un soir à l'autre, mais en plus, quand tu changes de salle... Tu peux changer ce que tu veux, mais scientifiquement, tu peux pas être sûr que c'est tel petit changement dans ta respiration ou ta formulation de blague qui a amené ça. Si ça se trouve, c'est juste parce que tu es dans une autre salle où les gens sont mieux lunés, où ils ont des rires plus extravertis. C'est compliqué. Une fois que tu as changé, ouais, toi, c'est plus compliqué parce que c'est d'un soir à l'autre. Mais si non, je trouve ça plus facile, justement, quand c'est tous les soirs, tu as plus de temps pour t'améliorer. Non, mais si tu le fais 3 fois par soir... et que tu modifies la première fois tu le fais d'une façon, la deuxième fois tu le modifies et ça rit plus, et la troisième fois tu fais la deuxième façon et que ça rit comme la deuxième fois, bah en fait ça veut dire que tu as amélioré ton passage, donc c'est plus facile parce que en une soirée tu peux déjà améliorer c'est ce que je te disais, Ramzi, c'est que tu peux pas être sûr que c'est pas le changement juste d'endroit, sauf si ça se répète, voilà. Mais c'est ce que je te dis, c'est épuisant, vu que c'est épuisant, mais vu que tu le fais 3 fois dans la soirée, tu peux le tester en fait directement, tes modifications. C'est plus souple que quand tu as une longue pièce. Sauf que comme le dit Zaïd, et ça fait plaisir de l'entendre parce que la seule autre personne qu'on a entendu dire ça, c'est Jamil, c'est qu'il faut déjà se remettre du bide. Oui, alors pardon, oui, parce qu'on a fait C'était un très beau débat en tout cas. C'était vachement bien. Moi, j'ai très intéressant. On aime beaucoup. Je sais pas qui donnait le point. Donne-le à Juliette, de toute façon. Ouh, pas cette condescendance. Ah pardon, c'était condescendant. Oui, beaucoup, très. Je suis avec Juliette, je peux. Pas deux fois. Et donc, comment ça se fait que toi, tu l'as pas fait de cette façon-là, en le faisant plusieurs fois par soir? C'est parce que tu te disais, c'est bon, moi j'écris. En vrai, j'arrivais pas à écrire pour moi. Ah ouais. J'avais un set qui marchait bien, et les rares fois où j'ai testé autre chose, j'étais terrorisé. Je sais pas comment expliquer ça. Mon set marchait, de temps en temps je pouvais changer un petit truc ici et là, mais je voulais pas bider. Il y a aussi en fait, c'est compliqué d'écrire pour toi si tu sais pas à quoi tu ressembles à l'oreille. C'est pour ça que je suis ça c'est très important. Meilleur auteur qu'humoriste, je pense. C'est que une fois que tu as compris la musicalité des gens, c'est plus facile pour écrire les vannes qui vont avec. Et moi, je comprenais tellement pas comment je sonnais. En fait, il aurait fallu que je joue beaucoup plus, déjà pour comprendre comment je sonne à l'oreille, pour pouvoir m'écrire mes vannes qui vont avec ma façon de parler. Ça, je l'avais pas eu.
En fait, c'est trouver son clown. Oui, il aurait fallu que tu trouves un co-auteur aussi. Trouver son clown parce que je déteste ce terme, mais c'est exactement ça en vrai. Ou de te trouver un co-auteur qui t'aurait écouté, qui aurait trouvé ta musicalité. Ouais, mais ça c'est pas facile en vrai. De trouver un co-auteur ? Ouais. Ou un regard extérieur. Ou un regard extérieur. Ben même le troisième, ce truc de regard extérieur, ce qui est pénible en vrai, c'est qu'il faut trouver les personnes qui comprennent ce que tu racontes. Ouais. C'est pas juste des petits conseils gratos. T'as des conseils techniques. Hein. Je dis une bêtise. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Romain Chélan. Non. C'est un des co-auteurs de Marc-Antoine Lebret. Ok. Très bon auteur. Et lui, à chaque fois qu'il me voyait sur scène, par exemple, il me disait ouais, mais là, techniquement, si tu inverses ça et ça, tu as plus d'impact sur ta vanne, etc. Donc les conseils techniques sont toujours très bons à prendre. Mais au-delà de ça, c'est compliqué quand faut trouver la personne qui dise ok, je vois ce que tu voulais dire, creuse de ce côté-là. Mais ça pourrait pas être même plus que ça, c'est-à-dire je vois qui tu es, ou plutôt pas qui tu es, mais qui les gens voient. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça, normalement, c'est l'intérêt, c'est ce qu'on en avait parlé dans un épisode avec Guillaume, c'est l'intérêt normalement des cours de théâtre, c'est-à-dire d'entendre comment les autres te reçoivent. Ouais. Comment tu te vois toi, parce que moi, je raconte toujours sur moi, je me voyais comme une pâquerette, et très très vite, on m'a expliqué que je ressemblais à un panzer. Bon, tu vis avec... Non mais tu vois, vis ta vie de panzer. Bah oui, mais... je dois le noter quelque part. Je me voyais pas crête, je suis un panzer. Oui, non mais ça fait que tu dis, ah ok, bon, alors comment je vais faire vivre la pâquerette en moi ? Ouais. Et surtout, comment je vais vivre avec cette image de pourquoi les gens... C'est même pas pourquoi, c'est un fait. Les gens me voient comme un panzer. Eh ben, on va faire des trucs de panzer. Quels sont les avantages à ressembler à un panzer ? Au théâtre, t'as ça. Ouais. Mais je crois que, moi, de ce que j'observe chez les humoristes, il y a la... Tu te filmes. En vrai, tu te filmes. Ouais. Mais c'est très dur. J'ai essayé... il faut beaucoup de recul sur soi. Oh mon Dieu, c'est très dur comme exercice parce que, en vrai, tu te filmes et tu dis les soirs où je vais bider, je me regarde et j'essaie de repérer ce qui a fait que... Mais au final, quand t'as bidé, jamais je la regarde. Ouais, voilà. C'est trop dur de te regarder souffrir sur scène. Puis si tu gardes que celle où ça a marché, bah, tu vas pas avancer. Ça sert à absolument rien. Ouais, la caméra, quoi. Mais, Théâtre, c'est un meilleur exercice pour ça. Je me demande même si c'est le seul intérêt de cette réforme que veut proposer Macron là, pour que tous les gamins au collège fassent du théâtre. Ouais, ça tue, ça. Mais en fait, au fond du fond, je pense vraiment qu'à cet égard au moins, c'est une bonne idée. Parce que peut-être ça leur donnera une chance, une manière égalitaire pour tous les mômes de savoir comment ils sont perçus par les autres. Ouais, alors là, il faut être accompagné, il faut que les profs soient formés à ça. Ça peut être hyper violent aussi. Ça peut être juste un contrôle de est-ce que tu as appris par cœur ton texte. Chaque fois, c'est... Non, mais d'accord, mais je dis que c'est une opportunité. Je ne suis pas en train de dire Macron est super. Non, mais là, tu es en train de dire macroniste, Juliette. Ouais, toi, c'est ce que j'entends. C'est comme ça, j'ai pas aimé. Juliette. C'est pas vrai, t'as commencé en disant si, je pense que c'est une bonne... En vrai, c'est une super idée. Je pense qu'il y a une opportunité pour qu'il se passe des choses qui sont importantes pour devenir adulte. C'est savoir comment les autres te voient. Ce que tu renvoies. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense c'est pas agréable la plupart du temps. Mais oui, c'est pas agréable. Mais il vaut mieux l'apprendre peut-être à 14 ans que au moment... À 14 ans, tu es encore plastique. Tu as une capacité à vivre avec les salles nouvelles que tu apprends. À 25 ans, tu commences déjà à être... Il y a un truc quand même de... Tu as quand même plein de... En plus, tu es ado. C'est un autre débat, hein, mais... C'est quand même violent d'obliger des jeunes adultes à être sur scène, sur le regard des autres et tout. Il y a un truc, c'est quand même une obligation. Mais c'est pas un choix. Bon, hein. Okay. Monter sur scène, être exposé, tu vois, ça peut être une violence en tout cas. Mais oui, sauf que vivre en société, c'est être exposé. Ah ben. Voilà. Ouais, c'est pas parce que, oui, mais justement, il y a des tas d'enfants qui se cachent un petit peu parce qu'ils veulent pas être exposés comme ça et qui arrivent à se cacher et à s'épanouir. Depuis qui est-ce que tu peux être en train de parler, Ramzy? Ouais, moi c'était le cas et jamais de la vie. Et en plus, moi j'étais très pauvre. Enfin, moi, j'étais pauvre. Et du coup, c'était compliqué. Tu vois, moi, je me rappelle... Ouais, bah oui, non, mais... Attends, t'as pas un son de violon, là, bouge pas. Non, mais... Arrête-toi. Typiquement, je me rappelle, j'ai passé toute ma 5e avec des chaussures déchirées des baskets déchirées au niveau du gros orteil. Non.
toute la 5e, tu vois, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter une autre paire de baskets. Et donc, j'ai passé toute ma 5e à me cacher, à faire en sorte qu'on me voit le moins possible, à raser les murs, tout ça. Si on avait dû m'exposer au théâtre Encore plus sur scène, que tout le monde voit ça, mais ça aurait été l'enfer de ma vie. Oui, mais comme dans le même temps, il va y avoir donc, des uniformes pour tout le monde, ça sera bon, Ramzi. Sauf que... Tu aurais eu des sabots. Vas-y, Ramzi. On pourra pas le diffuser, François. Vas-y. On sera coupé. Ramzi. Alors, moi, j'avais fait du théâtre en primaire, mais je sais plus en quelle classe. En gros, la prof nous faisait faire un truc en rapport à de la mythologie grecque. On devait faire un truc après. Et moi, j'ai toujours été très, très timide, très, très réservé. Mais j'ai adoré ce truc-là, en vrai. Ouais, non, mais adoré. Je suis certain que pour Pourquoi certains enfants, ça les... Parce que c'était différent de ce qu'on nous faisait faire. Moi, l'école, c'était un calvaire. Vraiment. Et les trucs artistiques, c'était une espèce de bulle dans t'es obligé de savoir ci, t'es obligé de savoir ça. Que ce soit le dessin ou ce petit truc de théâtre, on jouait, quoi. On jouait, et en gros, apprendre en s'amusant, c'est tellement bien. Que dès qu'on nous disait aujourd'hui on va répéter le truc pour la pièce de théâtre à la fin, j'étais trop content. Ouais, mais ça, j'en doute pas que ça, pour beaucoup et pour sans doute la majorité, ça va... Tu t'excuses auprès du théâtre. Ouais, d'accord. Pardon, monsieur Molière. Vous écoutez toujours le podcast Macroniste. Oh là là, mais qu'il est mauvais. Mais qu'il est mauvais. Avec un bout de la vie de Ramzi. Vas-y, Ramzi. Vous n'aviez pas beaucoup d'argent. Et t'as été explosé. Mais qu'il est... Pour une fois que je parle de moi... Ouais, non mais c'est ça, ça me tue. Une fois, Ramzi, il parle de lui, il dit une chose intime sur lui, et il y a François qui arrive, mais c'est même pas des gros sabots. Je le réalise. Je suis en train de réaliser Ramzi, là. Regarde, je le mets en valeur. C'est touchant. Moi, je trouve ça très donc, émouvant. après cette expérience sur scène, toi, en parlais, t'écrivais toujours pour qui à ce moment-là? J'écrivais pour Kevin. Girotte, je t'en prie. Non, il a une miette qui lui sort. Plus le droit de vomir. J'écrivais pour Kevin sur son émission sur Canal+. D'accord. Ça s'appelait Rendez-vous avec Kevin Razi. Ouais, c'était un talk show. Et en fait... J'ai l'impression qu'il y a un dossier, mais... non, c'est filmé, hein. On a vu ta réaction. T'essayais de contenir pour la voix, mais on t'a vu ta réaction. En fait, à la base, l'idée était trop bien. On avait fait 2 pilotes qui étaient trop bien. La première, c'était sur Rachid Kassim, qui était l'un des recruteurs de Daesh. C'était pas longtemps après les attentats. Et la deuxième, c'est sur le droit de vote. Donc, c'était 2 émissions politiques où ça racontait des trucs, on faisait des vannes. Trop bien, quoi. Enfin, un news show, quoi, à l'américaine. Ouais. Voilà. Et une fois qu'on est arrivé sur Canal, ça a un peu changé. On faisait plus du tout de sujets politiques. Surtout pas de sujets politiques. C'était Bolloré avait déjà... Ouais. Et en fait, c'était très très contraignant, quoi, de faire les sujets. Ils étaient un peu compliqués à aborder. Aujourd'hui, on va parler des autoroutes. Du lait. On va faire des vannes sur le lait, quoi. Et c'était très non, mais ça, on va pas faire de vanne là-dessus. Ça, non. Ça, tu sais, en réunion d'écriture, quand tout le monde rigole à ta blague et que ça se finit par ah, c'est dommage, on peut pas la mettre. Vous avez ri, enfin, vous avez ri. Et donc, à ce moment-là, j'ai Benjamin qui me dit Benjamin Tranier. Ok. Il me dit j'ai une chronique sur Nova. Et lui, il avait 3 ans dans son carnet de vannes. Pendant 3 ans, il a noté des trucs et il a tout mis dans sa chronique. Ils l'ont dit, reviens la semaine prochaine. Il a commencé à donc, Et comment tu l'as rencontré? Benjamin, dans les comédie clubs. On se croisait dans les comédie clubs à l'époque. On se faisait rire. On s'aimait bien. Mais un été, il fait le festival d'Avignon. Il jouait 2 pièces. Et moi, je faisais une régie dans une comédie musicale pour enfants. Encore. Ouais. Les enfants. Atroce. Et puis on vivait dans le même appart pendant 1 mois. Ah d'accord. Ouais. Et c'est là qu'il y a eu le sentiment amoureux, je dirais. On s'est rendu compte qu'on avait le même humour, les mêmes trucs qui nous faisaient rire, etc. Et donc c'est quelques mois après Avignon qu'il y a la Radio Nova. Okay. Et moi à cette époque-là, j'ai tellement de contraintes avec l'émission que quand j'ai la chance d'écrire avec Benjamin, les vannes elles sont pas lues avant. Ouais.
On connaît ça. On peut parler de ce qu'on veut, sur le ton qu'on veut. C'était une récré, c'est vraiment une espèce de défouloir. C'était des vannes. Ouais, c'était beaucoup trop drôle. Je pense que si j'avais pas eu le côté contrainte de Canal, j'aurais pas été aussi épanoui dans. Ouais. Mais après, ça m'a aussi apporté des choses, dans ma façon d'écrire, de me structurer, etc. C'est ce que cette émission sur Canal m'a apporté. Mais pour ce qui est de s'amuser, etc. C'est-à-dire de te structurer parce que... t'apprends à écrire, t'apprends à être plus concis. Le fait d'avoir l'obligation d'écrire une vanne sur un sujet pas drôle du tout, ça te force à aller chercher une façon de penser des angles. Ouais. Et puis il y avait le producteur de l'époque, qui s'appelle Mourad Mokadem, qui était quand même... il nous apportait des choses. Techniquement, il y avait des trucs d'écriture que j'ai appris là-bas, en vrai. Des mécaniques d'écriture ? Ouais, des mécaniques d'écriture, des façons de faire, de réfléchir à pourquoi c'est drôle. Quand tu fais une vanne sur tel sujet, est-ce que tu te moques du sujet ou est-ce que tu te moques de la personne ? Ça, c'est un truc auquel tu fais gaffe, justement, que tu dis, moi, je préfère me moquer pas de la personne, ou justement, ou du sujet, de faire attention à pas blesser. Enfin, tu t'es à ce moment-là aussi inventé une espèce de déontologie ou pas en fait, naturellement, tu as ce truc-là, en fait. Tu sais que tu ris pas de tel ou tel truc, tu sais que tu vas pas rire de la maladie d'autrui, tu vois. Donc ça, c'est des trucs, tu les as d'emblée. Et après, non, pas plus que ça. Avec Benjamin, on aime bien faire des vannes sur les autres humoristes. Parce que c'était humoriste, c'est avoir un peu d'humour aussi. Alors que pas forcément, on a... Ouais, on s'en est rendu compte. Mais en fait, ça a commencé avec Jamil chez Nova, quoi. On faisait des vannes sur Jamil. Oui, puis ça se répondait. Parce que Jamil, pareil. C'est trop bien, en vrai, quand d'envoyer une vanne à un humoriste et que l'autre, il te réponde. C'est trop bien. Et puis... ça crée un cercle. Ouais. Puis il y avait quand même dans cette émission, moi j'ai découvert Jamil et Benjamin en même temps. C'est mon frère qui m'avait dit putain, il y a 2 mecs sur Nova, c'est extraordinaire. Bon, il avait raison. Et moi, ce qui m'avait marqué, j'en ai regardé beaucoup, c'était que en fait, il y avait un truc qui ressemblait à une scène en fait dans cette émission de radio, c'est-à-dire qu'ils étaient là tous les deux physiquement. Au milieu, il y avait l'animateur, dont je pense pas le plus grand bien à plein d'égards. Sauf que il a un truc qui, il me semble, est assez cool pour les humoristes, c'est qu'il est extrêmement rieur. Ouais. Et donc, il les mettait dans un bain qui doit être super agréable, même si ça prenait beaucoup de place. N'empêche que ça... on voyait bien que les deux, ils pouvaient s'appuyer... Il avait ce truc-là de... c'est ton moment, vas-y, je veux que tu... Que tu brilles. Ouais. Ça a beaucoup et aidé. il riait, il était très très fan de leur humour, ce qui est assez plaisant quand même pour faire ça ce nous a métier. fait un peu bizarre quand on est arrivé sur Inter. Il n'y a plus personne qui est là étranglé. Mais ça rit quand même. Mais maintenant, ça rit, quoi. mais vous avez réussi à réinstaller ce truc-là, parce qu'on sent quand même que le moment quand Benjamin fait sa chronique, c'est attendu. Tout le monde, c'est attendu et que tout le monde rit autour du plateau. C'est vrai que peut-être qu'au début, comme c'était une toute nouvelle équipe, les gens ne se connaissaient pas nécessairement, donc ils étaient un peu plus... Non, ça rit, c'est pas la même mais énergie. Oui. Tu dois t'adapter au fait que, ok... Ah ben c'est pas une bande de loupards Telle autour de la tonalité. table, c'est sûr. Ouais, c'est pas des gremlins. Non, mais même dans mon souvenir, ils étaient debout en plus. Ouais. Ouais. C'est pareil, c'est-à-dire c'est pas... Jamil a eu du mal avec ça chez France Inter. Au début, il voulait pas s'asseoir, Jamil. Il la faisait debout. Oui. Ouais, et il se débrouillait debout, pour être debout, Parce que, et moi, je trouve, quand je repense à ça, c'est vrai que moi, je trouve ça hyper dur pour les humoristes d'être... déjà, de pas avoir de public. Si les gens autour de la table sont pas participatifs, en gros... tu le fais à sec. Je trouve ça d'une violence inouïe. Et en plus, le fait d'être assis, c'est aussi... c'est comme de demander à un chanteur de chanter assis. Enfin, tu le prives quand même d'une grosse partie de... Et donc, cette première chronique... c'est pour la deuxième chronique de Benjamin Tranier sur Nova qui t'appelle, parce que la première, donc, En vrai, je crois qu'il en fait... je crois qu'il en a fait 2 ou 3 solos. Ok.
Et puis ensuite, et une fois qu'il a plus rien en stock dans son carnet alors il fait appel à toi. Au début, il a commencé par écrire et me dire regarde, qu'est-ce que tu peux faire. D'accord. Je mettais une vanne ici et là. Et c'est facile de faire ça pour toi? Juste mettre des vannes. Ouais. De partir d'un texte et ajouter. C'est le plus facile parce que l'autre a déjà fait tout le boulot. Et puis petit à petit, je commence à écrire de plus en plus, à virer des trucs entiers, dire là tu peux ramasser, on peut. En gros, ce qui te prend 2 paragraphes à réussir à le rendre drôle sur 3-4 lignes. Et puis plus ça avance, plus je prends de la place. Puis ça marche, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Et après, tu as des idées, toi, que tu lui proposes aussi, peut-être? C'est toi qui... Avec le temps, ouais. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça. D'abord, il avait le beauf qui était son personnage à lui, qu'il a toujours eu. Et tous les personnages qu'il y a eu derrière, on les a trouvés à 2. C'est marrant, parce que moi, c'est un truc assez compliqué pour moi d'ajouter des vannes dans un texte. Moi, j'ai vraiment j'ai un peu de mal avec ça. J'y arrive pas trop. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais toujours les V1 des textes des sketchs qu'on écrit. Parce que je suis plus... Toi, Juliette, tu y arrives à ajouter des blagues dans les textes, tout ça. J'écris aussi avec Émeric. Émeric, il y arrive aussi. Et moi, je trouve ça toujours très bien, tu vois, la plus-value de la vanne ajoutée. Mais ouais, quand ça m'arrivait dans l'ancienne émission, on recevait le sketch de fin d'émission par un autre co-auteur qui écrivait. Et souvent, je me disais, qu'est-ce que je peux ajouter, comment je peux améliorer ce texte? Et j'arrive vraiment, j'ai vraiment du mal avec ça. Ça veut dire que quand tu lis un texte, tu dis, oh, c'est parfait, il n'y a rien à changer non. dedans. Alors non. C'est plus souvent dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ça? Ah ouais. Ouais. C'était plus, je me disais, j'ai envie. En fait, c'est ce qui arrivait de temps en temps, c'est que je réécrivais tout. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à juste à modifier. Tu sais, je commence à modifier un truc, puis en fait, je modifie tout un bloc, puis en fait, je modifie quasiment. Je modifiais tout le texte. Il faut tomber aussi sur les gens qui acceptent. Ouais, c'est ça. D'entendre c'est le truc qui te prend une demi-page, c'est pas ouf, je l'ai réécrit. Ça peut être un peu douloureux. Oui, mais c'est compliqué. Mais c'est un truc. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne d'enlever des vannes. Ouais, ça me gêne. Ouf. Oh putain, ouais. Ah ouais. Les vannes des autres. À Juliette. C'est envie, hein. Non, mais j'ai pas envie parce que moi j'adorais. Enfin, le rapport que j'ai avec toi et dans l'écriture, je le trouve formidable. Donc, t'es une des personnes avec qui j'ai de toute ma carrière préféré écrire. Mais on ne peut pas dire que tu enlèves tes vannes avec facilité. Ça, c'est sûr que pas. Pour la vanne de téléfoot dans un sketch une fois. Non, mais si tu compares pas, si tu compares enlever tes vannes, c'est ça? Ouais. Voilà. Non, c'est carré. Mais si tu compares... c'est que parfois, non, pas toutes. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais c'est que parfois, il y a une vanne. Je me dis, si, celle-là, elle est trop bien. Faut la garder. Et je me bats. Et une fois, je me suis battu fortement contre Juliette et Émeric pour conserver la vanne. Même si j'ai une théorie que j'ai déjà dit dans l'émission, c'est que faut jamais forcer les humoristes à faire des vannes qui sentent pas parce que ils la gâchent. Pas tout le temps. Si tu lui dis, s'il te plaît, j'y crois. Mais ça, c'est pas pareil. Ouais. Ça, c'est pas pareil. Ça, moi, je trouve ça super agréable. Quand quelqu'un te dit justement, s'il te plaît, fais-le pour moi. Ouais. Ça change radicalement la saveur de la conversation. Mais Ramzy, ça baissera jamais à ça. Mais Ramzy, non, Ramzy, il est tout à fait capable de ça. Sauf que quand il est comme nous tous, c'est-à-dire le moment où il commence à bloquer, par contre, il va bloquer beaucoup plus que toi. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je fais, allez, parce que moi, j'ai une grosse capacité à dire, allez, c'est bon, on continue, on fait comme tu as dit. J'arrive à... Et surtout, je sens quand Ramzy est à l'endroit où il va plus jamais bouger toute sa vie, même s'il y a la 3e guerre mondiale, qu'on lui dit, mais elle est vraiment dans le studio à côté, Ramzy, on la garde ou pas, la vanne? Parfois, il y a certaines vannes, j'y crois dur comme fer. Et je me dis, on est à un niveau de confiance. Ouais. Tu vois, après, c'est ça aussi. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. On a un niveau de confiance où ils peuvent me faire confiance
Oui, puis certaines vannes. Ça dépend aussi pour qui tu écris. T'as aussi l'humoriste ou celui qui va prendre en charge la vanne. Parce que chez nous, il n'y a pas que des humoristes qui, certains ont cette confiance-là en leur auteur et disent OK, je vais la faire. Et puis des fois, non. Et justement, c'est là où tu te retrouves où ça va être gâché. Quand j'insiste, c'est avec Juliette, avec Eric, voilà, mais parce que avec Guillaume. Tu sais qu'ils vont la prendre en considération. Je sais qu'ils vont quand même vraiment bien le faire. Oui. Voilà, c'est ça. Ils vont au moins la tenter sincèrement, alors que d'autres, et c'est pas juger les autres, mais il y en a qui sont plus figés dans ce qu'ils veulent faire, la perception qu'ils ont d'eux, et que quand ils sentent pas un truc, ils le feront pas inconsciemment, consciemment, ils le feront pas bien. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire je voulais plus bosser avec un humoriste. Parce que... Non. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, je m'entendais bien avec lui, mais c'était une façon de voir l'humour qui m'a emmerdé. Ouais. Je lui dis, tu vois, ce truc-là, il me dit, ouais, là, ça rit. Je dis, ouais, mais ça peut rire encore plus si on la modifie. Et il me dit, non, ça rit, on n'y touche pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux te priver d'un truc qui pourrait être encore plus drôle? Au moins le tester. Ça, c'est une question effectivement de mentalité, c'est-à-dire de gens qui, une fois qu'un truc est acquis, ils veulent garder leur tube à tout prix. Et même si, je sais pas, c'est 40% de bénéfices, ils se disent c'est toujours ça de prix, on le garde, on n'y touche pas. C'est une paresse aussi. Moi, je trouve ça bizarre, moi, si tu peux avoir plus de rire, pourquoi t'en priver? Je vais trouver ça bizarre non, mais c'est bon, ça rit déjà, passe-moi autre chose. Mais il le teste même pas, l'humoriste? Et même pas une fois, il se dit tiens, on va le tester, puis après, si ça va. Celui dont je parle, non, on bossait sur il avait un passage télé, en gros, qui voulait muscler. Et vraiment, la vanne n'avait pas ouf. C'est un truc un peu générique. Si tu peux remplacer une vanne générique par un truc un petit peu plus solide, tu le fais. Et le fait qu'ils se disent non, ça suffit, moi j'ai pas aimé. Donc t'as décidé de plus travailler avec Walidia. Mais quel mauvais, il est mauvais. Tu sais que c'est diffusé ce qu'on fait, hein? Oui, mais c'est lui qui le monte. Donc si ça se trouve. Il a des auteurs? Non, j'en sais rien. Non, je crois pas. Si, il a un auteur. Ah ouais? Il a un auteur? Ah bon, bien sûr, oui, si. C'est sans indiscrétion, si vous pouvez le couper, on a le. Non. Oui, il a un auteur et je l'ai vu dans un papier, dans le papier du Monde. Ouais, il a un auteur. Et moi j'ai une question, j'avais levé la main, donc vas-y, comme j'ai levé la main, c'est moi qui suis poli, donc c'est moi qui gagne. Moi, il y a un truc qui me fascine, il y a deux trucs qui me fascinent chez toi sans que je te connaisse plus que ça, c'est que tu travailles et pour Benjamin Tranier et pour Douli, dont je vois extrêmement bien les points communs, ce qu'ils ont de commun. L'alcool. Non. Mais je vois aussi tous les endroits où ils sont différents, et notamment Douli est une femme. Et Benjamin est un homme. Et moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas anodin d'écrire. Et je voulais savoir si pour toi, ça changeait. Est-ce que c'était une chose que tu avais évaluée? Quand tu as écrit pour Douli, c'était la première fois que tu écrivais avec et pour une femme ou pas? En vrai, oui, je crois. Oui. Avec? Non, parce que sur l'émission de Kevin Razi, il y avait des. Ouais, on était il voulait autant d'auteurs hommes que femmes, donc. Mais au service d'une femme, c'est la première fois. Concernant Douli, ça peut changer des choses parfois. Tu vois, elle peut me dire ça, je me vois pas dire ça. Mais sinon, je vois pas la différence parce que elle-même, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. Est-ce que Douli se pense... Est-ce que dans la hiérarchie de comment Douli se voit, être une femme, c'est tout en haut de sa hiérarchie? Je crois pas. Ouais, non, c'est pas un facteur qui rentre filtre en compte. Premier. Ouais, dans son humour. Donc du coup, je sais pas si... c'est horrible, je sais pas si on peut dire que j'écris pour une femme. Non, c'est pas du tout ça. Mais vu que c'est pas quelque chose qu'elle prend en compte, c'est pas... en tant que femme, j'ai vécu ça. C'est toujours en tant que Douli. Donc, ouais. C'est ce que je ressens aussi quand je l'écoute. Et comment c'est venu, ça, Douli Douli, on se croisait dans l'émission sur cette émission sur Canal. De temps en temps, on jouait les sketchs. Et j'ai fait 2-3 sketchs où je jouais avec Douli et on se faisait rire, elle et moi. D'accord. Comme avec Tranier, finalement. Ouais, comme avec Benj.
C'était mon petit plaisir d'essayer de faire rire Douli pendant les prises. J'ai réussi. C'est agréable de fois. faire rire Douli en plus, parce Ah ouais. qu'elle a un rire qui prend, magistral. C'est trop Elle bien rit, de faire rire rit Douli. avec beaucoup de force, beaucoup d'impétuosité. Et on a passé, je pense, je sais pas, 4-5 ans à se dire ouais, ça va qu'on bosse un jour ensemble. Et puis ça a traîné. Et puis un jour, c'est elle qui m'a dit vas-y, France Inter, j'ai besoin de vannes. Et puis ça s'est fait. Puis, Donc tu bosses avec elle juste sur ses chroniques sur sa chronique, et l'été dernier, on s'est enfermé, oui. 5 jours pour Encore son spectacle. Ouais. Atroce. Les gens se mettent bien. Atroce. Ah ouais, on n'a pas kiffé, les mois. Enfin, Ouais. il y est retourné depuis. C'était une résidence d'écriture. On appelle ça comme ça, mais en fait, c'est 5 jours en Corse. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas été dans le meilleur lieu qui soit. Ah ouais. Ah ouais. Vous étiez logé au-dessus d'une boîte de nuit? Non, on était dans Borg. Je sais pas si tu vois. Ouais. Borg. J'ai plus le blaze. On est sorti 2 fois. On s'est dit, on va pas retenter le truc. Voilà. Tu marches tous les 10 mètres, il y a écrit salle français, salle arabe. Ah oui. Tu parles à tous les gens, ils ont l'air menaçants avec toi. Ah ouais. Tu poses une question, tu as l'impression que tu vas te faire tuer. Et à un moment, on se fait une balade avec Douli, on se dit, si on traverse ce chemin et que quelqu'un nous flingue, personne ne saura qu'on est là. Vraiment. On n'a pas traîné. Donc on a passé le plus de temps dans la maison qu'autre chose. Dans la maison à écrire et donc à réécrire un peu son spectacle. Ouais, qui était déjà très très bien son spectacle. Elle avait déjà eu, je crois, Blanche Gardin et Paco Pérez dessus. D'accord. Et puis là, je continue de... Il faudrait qu'on se revoie, que je revoie le spectacle sur 1 heure pour qu'on continue de rajouter des choses. Mais pareil, Douli, c'est comme Binge. Oui, le truc, c'est est-ce que c'est drôle? Ouais, vas-y, on le fait. Bon, c'est très agréable de bosser avec des gens comme ça. Et Benjamin Tranier, tu travailles aussi sur son spectacle? Ouais. On fait tout. Le dernier relais, tu as travaillé dessus? Ouais. Okay. Le dernier relais, on l'a écrit ensemble, et le dernier aussi. D'accord. Ah ouais. Et comment ça se passe le dernier relais, tu as travaillé dessus dès le début? Ouais. Dès le début? Comment ça se passe, en fait, l'écriture de ce spectacle? Dans la douleur, non, même pas. En fait, sur Radio Nova, ça se passait bien. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'on peut transformer en autre chose, écrire un spectacle. Et vu qu'il n'y avait que du stand-up à ce moment-là, et que Binge s'est fait connaître grâce au personnage, et puis lui et moi, on est très influencés par l'humour des années 90, où c'était très one-man, avec des persos, etc. Sur les chroniques radio, ça n'a rien à voir, mais nos 2 influences, on s'en est rendu compte après avoir commencé à bosser ensemble, c'était Commandeur et Barré. Ouais. Donc ça nous paraissait logique de se dire on va faire un truc avec des personnages où on raconte une histoire de A à Z. Le premier, j'arrivais pas à dire en combien de temps on l'a écrit. Ça nous a pris quelques mois. Parce que c'est une pièce complète, c'est pas c'est vraiment une pièce où Benjamin joue tous les personnages. Oui. Dans un relais routier, un relais routier qui a 30 ans d'existence et qui doit fermer. Ouais. Et pendant les dernières 24 heures, les clients viennent dire au revoir au lieu. C'est un super spectacle, je recommande. Je crois qu'il est sur MyCanal. En fait, c'est une pièce de théâtre plus qu'un one-man. C'est une pièce de théâtre à un comédien. On appelle ça un seul en scène. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une histoire. Et avec c'est un histoire, beau décor. Et c'est toute une histoire. Donc, c'est quelque chose que tu peux pas tester par morceau. Ouais, tu peux pas faire de plateau. On nous propose parfois des plateaux, etc. Comment tu veux arriver? Salut, je suis une pute de 70 ans. Ouais, hors contexte, c'est... Ouais, c'est hors contexte. Binge, il a déjà essayé de faire des plateaux 2-3 fois. Où t'as plein de stand-uppers et t'as un mec avec une nuque longue qui arrive à cahier ouf. Oh, le guide. Oh, l'expérience douloureuse. Ça marche jamais, les plateaux. Ok. Juste, François a noté 250 questions. Peut-être qu'on va lui donner la parole. Ok, moi, je demanderai plus tard. Alors, non, moi, je voulais revenir justement par rapport aussi aux nos auditeurs, parce que des fois, on parle de choses que nous, on maîtrise, mais tu vois, quand tu parles de blague générique, tu fais attention, si on a une blague générique, on peut la remplacer par une blague... Mais du coup, qu'est-ce que tu appelles une blague générique? Et comment tu vois quand C'est les blagues de première intention. Ouais. C'est-à-dire que si tu entends une blague et tu te dis un tel et un tel aurait pu la faire, il faut pas la faire. Okay. Tu vas sur des plateaux, tu écoutes des humoristes, il y a des sujets, des thèmes, des façons de parler, des façons d'évoquer tel ou tel sujet. Tu sais très bien que n'importe qui aurait pu le faire. Ouais. Si n'importe qui aurait pu le faire, on va pas te remarquer.
Quel est l'intérêt de faire une blague que n'importe qui aurait pu faire? Faisons une autre. Prends un autre angle, formule-la différemment. C'est un peu ça, une blague générique. C'est la première qui te viendrait en tête. La première blague, quoi. Ouais. Hein, ce que tu appelles, toi, Ramzi, la première blague. C'est ce que tu fais, toi, ce que tu faisais dans ton 20 secondes. Mais t'es horrible, mais je sais pas quel est le plus horrible de vous deux, en fait. Il y a un moment où vous en viendrez aux mains. Non, mais j'attends. Bah moi, je serais pas là. Je vous préviens, je serais barré. Non, attends, il faisait un sketch. J'ai une autre musique pour Ramzi. Non, mais c'était pour se venger du coup du violon, François. un partout. Voilà, un partout. Merci. Voilà. Et du coup, pour rentrer plus un peu dans ta mécanique aussi de comment t'écris, du coup, quand tu fais une chronique pour Douli ou pour Benjamin, tu sais quoi? Comment tu pars de quoi? Tu pars à partir de quoi? Tu as des recettes? Est-ce que tu t'appuies sur quelque chose? Qu'est-ce qui est important, tu vois, pour toi? Déjà, avec Douli et Benj, c'est très différent parce que autant avec Benjamin, on les écrit vraiment à deux. Ouais. Autant Douli, elle arrive avec un gros bloc qu'elle a déjà fait elle-même. Et avec Benj, en gros, vu que pour les chroniques, on a un thème par émission, tu es obligé de trouver quelque chose par rapport au thème de l'émission. Ouais. Ça aide un peu plus en vrai. La contrainte, toujours. Un thème et du coup, un personnage que vous choisissez. Et donc, ça fait double contrainte que vous imposez, mais ça fait double cadre, en fait. Bah, ça fait deux leviers. C'est deux contraintes, mais c'est deux leviers aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, en fait, si tu as un thème, déjà, on va passer une bonne heure à se demander avec quel personnage est le plus à même d'évoquer tel ou tel sujet. Parfois, il y a des trucs qui paraissent tellement évidents qu'on se dit c'est pas une bonne idée, on va ailleurs. Ça nous est déjà arrivé de construire une chronique autour d'une vanne, par exemple. Une vanne qui nous est venue en tête, puis on a tout construit autour. Puis parfois, c'est un flop. Parce que c'est d'autres trucs qui marchent dans la chronique. Parfois, ça marche. Et tu dis par exemple, je vais forcer. Est-ce que tu vois, pas des recettes, parce que je sais qu'on a tous plus ou moins des recettes inconscientes ou conscientes, mais est-ce que tu vois, si tu as un thème, je dis n'importe quoi, les féministes radicales, est-ce que tu te dis, tiens, je vais prendre le beauf, ou alors non, c'est trop facile, enfin, ou tu te dis tout de suite, je décale sur le personnage, j'essaie d'aller loin, de voir si je tire. Est-ce que tu as des recettes voilà. Quand tu as un sujet qui t'est imposé, tu as deux solutions. Soit tu te dis, faut que je dise la même chose que tout le monde, soit tu trouves un regard à côté. Le féminisme, par exemple, vu que c'est un sujet qui peut être clivant, c'est bizarre de le dire comme ça. Ouais, mais si. Enfin, dans le féminisme radical, soit tu vas dans le sens de tous les arguments de la féministe radicale, soit tu vas contre, et là tu te mets dans une logique de « ouais, je peux te déranger ». Je fais de l'humour noir, je suis pas n'importe qui. Ou soit, tu trouves un angle à côté qui est pas forcément du nini, mais un autre angle intéressant. Et le beauf, c'est pour ça qu'il est super intéressant, c'est que c'est un mec qui passe son temps à ne pas comprendre en quoi ce qu'il pense c'est mal. Ouais. C'est cette façon-là j'allais dire qu'il faut voir les choses. Non, nous, ça nous aide en gros à chaque fois de trouver l'angle de à côté. Parfois, pour bien aborder un sujet, peut-être qu'il suffit de le questionner. Et le beauf, il arrive, il dit ouais, mais je comprends pas. Moi, j'ai fait ça. Il essaie d'appliquer le truc et ça tombe à côté, quoi. Ouais, parce il que s'est questionné sur le sujet. Ça peut arriver que tu sois pas d'accord avec quelqu'un sur un sujet, et au lieu de lui dire non, t'as tort, tu te contentes de lui poser des questions pour que la personne développe et se rende compte elle-même qu'elle a un argument qui est pas forcément logique. C'est la mécanique de Guillaume Meurice sur ses micro-trottoirs, souvent. Ouais, c'est vrai. Il fait souvent ça. Et donc mais en marrant. En marrant. Ouais, en marrant. Juliette, tu avais une question tout à l'heure. Oui, mais qui n'avait rien à voir, qui a à voir avec Zaïd, mais qui n'avait rien à voir avec le reste. Ok, François, donc je préviens. François, toi, t'avais... Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, Juliette. Je suis allée fouiller ton Instagram. Ah merde. Non, parce que tu fais partie des gens pudiques, donc tu te débrouilles bien. Mais bon, moi, ça m'intéresse toujours de voir les photos que les gens publient. Tu fais des très jolies photos. Gentil. Qui sont hyper... Il y a très peu d'êtres humains. Tu étais plus sur des ambiances, des matières, des motifs, des couleurs, des lumières. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un monde entre... Et tout à l'heure, quand tu as dit que tu étais graphiste, je me suis dit...
Eh ben oui. Voilà. Et donc, je me demandais si t'es encore un jeune homme. Je sais pas quel âge. J'ai 35 ans. Oui, 35 ans. Donc, t'es encore un jeune mal au dos, homme. ouais. Ah, t'as déjà mal au dos. Ouais, C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On va se mettre au yoga. Est-ce que toute cette partie de toi qui a l'air d'être extrêmement touchée par l'esthétique, un jour tu vas arriver à le mettre dans ta vie professionnelle, ou est-ce que tu te dis c'est un endroit, c'est mon endroit à moi, une autre partie de moi qui n'est ni une source économique, enfin, tu deals comment avec cette partie-là de toi? Dans l'idéal, j'aimerais un jour pouvoir réaliser des films. On est en train d'écrire. C'est un processus très très long. Il faut trouver les gens qui te fassent confiance et qui disent t'as jamais tenu une caméra, mais on peut te faire confiance. Il faut que tu leur dises d'aller regarder ton Instagram parce que tu sais ce que c'est qu'un cadre. C'est très gentil, c'est très gentil. Mais oui, évidemment, c'est ça qui m'intéresse en fait aussi au cinéma, c'est regarder la façon dont les plans sont composés, les cadres, les choix de mouvement de caméra, les couleurs, toujours essayer de checker le directeur de la photographie. Lui, je vais aller voir ce qu'il a fait. Oui, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir le mettre ailleurs. Un jour. Mais si ça n'arrive pas... Ce serait le bon mariage. Mais ça se sent. Je conseille aux gens d'aller regarder ton Instagram s'ils veulent voir ce que c'est quelqu'un qui a une perspective esthétique sur l'existence. Et si ça n'arrive pas, j'aurai toujours mon compte Insta. Du coup. Mais tu dis, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que tu es avec aussi quelqu'un pour ça. On écrit avec Benjamin. Après, il est très honnête là-dessus. Il est comédien, il n'a pas envie d'écrire tout le temps non plus. Ouais. Donc là, les projets sur lesquels on est, des projets de long, c'est Benjamin, moi, et je ne sais pas si vous voyez qui est Mourad Winter. Oui. Qui a écrit L'amour c'est surcoté et qui va sortir un film là. Donc on essaie d'écrire des choses, voir si ça marche bien. Écrire un film, c'est un autre exercice, hein, c'est très chiant. Hein. Enfin, c'est chiant, c'est long. Il faut accepter que quelqu'un te dise non, tu sais pas faire, il faut faire comme ça et tout. C'est long. Y a un mec dont le travail, souvent c'est très écrasant de discuter avec des producteurs parce que c'est des, comme dit mon pote Domi, c'est ou des voyous ou des branleurs, et parfois c'est les deux. Mais c'est intéressant de suivre dans ces cas-là, de regarder ce que fait un mec comme Soderbergh depuis le début. C'est-à-dire les moments où il en a eu plein le cul, qu'on lui de rencontrer que des branleurs ou des voyous, et donc il s'est mis par exemple à faire un film à l'iPhone, et qui est somptueux, et qui a été distribué au cinéma. Moi je l'ai vu au cinéma. Il y a des gens qui font du cinéma tout le temps, qui continuent, qui n'ont jamais cessé d'en faire, mais qui ont su à intervalles réguliers dire ah ouais, vous voulez pas parce que ça coûte tant, mais je vais le faire à l'iPhone. Ah ouais. Oui, il l'a fait. Il est incroyable, le film. Il est incroyable. J'étais un peu frustré parce que du coup, j'ai consommé des films, mais je peux pas dire que je suis cinéphile, ouais. J'ai adoré les Oceans. Ouais. Parce qu'il y avait une façon de filmer l'humour que j'avais pas vu ailleurs. Mais non, oui, mais c'est pour ça que je te dis, va voir ce que fait Soderbergh parce que... Parce que j'ai essayé de me faire un ou deux films de Soderbergh, je me dis, j'ai pas retrouvé ça. Donc peut-être qu'il l'a eu là et pas après. Faut que tu regardes le premier. Ah ouais? Magic Mike, c'est un immense film. À mon sens, c'est pratiquement un chef-d'œuvre et il y a tout dedans. C'est le film le plus sexy que j'ai jamais vu en tant que femme hétérosexuelle, et c'est ultra drôle, et il transforme des gens qui sont... Bon, Matthew McConaughey, c'est facile qu'il soit drôle, mais d'autres acteurs qui sont pas connus pour être drôles et qui sont extrêmement drôles. Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Mais non, on avait un débat. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est pas un débat. C'est comme ça. Si. Merci beaucoup François, merci Juliette, merci Zaïd. Merci. Zaïd, C'était très cool. on retrouve ton travail donc tous les lundis, Benjamin Tranier sur France Inter à 16h50. Oui, sa chronique est à 16h50, 55. L'émission commence à Zoom, 16h. Zoom, ouais. Le spectacle Félicitations et tout en tournée. Ah ouais. Et au Trianon en Moi, je vais janvier. le voir en janvier. Ouais, je vais le voir en janvier au Trianon. Ouais, exactement. Et Douli en tournée aussi. Trianon, elle fait un Trianon en avril. Ah oui. Je crois qu'on est bon. Et voilà. Et c'est très bien. C'est déjà beaucoup. Et le spectacle, le dernier relais, est dispo sur MyCanal ou sur MyCanal et malheureusement sur des plateformes de streaming. Téléchargement illégal. Bon, en tout cas, allez le voir vraiment parce qu'il est vraiment très gentil. Très bien. Je transmettrai.
Merci Juliette. Merci Ramzi. François. Merci Ramzi. Merci Et Juliette. merci à Zaïd. toutes Merci et à François. tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et le bonus, la semaine peut-être. prochaine pour le bonus, Ah bah évidemment. oui, le bonus. Eh oui. On va continuer le débat.